Voilà, ici. Parfait. Bonsoir à tous. Bien, je te mets le son aussi, Skiros. Vas-y. Bonsoir. Voilà, nickel. On est bien. Bien, on est parti ce soir avec un peu de retard pour Salut d'Argos, pour en terminer avec l'histoire de la cité de Gênes. Enfin, en terminer non, puisque son histoire continue, mais terminer le propos qui courait en gros du XIIIe au XVIe, et donc on va en finir avec le grand siècle de la ville. C'est ça en gros, si je comprends bien. Exactement. Mhm. Exactement. Parfait. On va pas s'appesantir sur le 17e et le 18e qui sont moins intéressants, on va dire. Ok. Bon, bah, comme d'habitude, hein, pour toute réception, je te remercie d'être venu. Et puis, bah, je lance mon éternelle bouteille à la mer. N'hésitez pas à participer. Les réceptions sont toujours ouvertes. Hein, je vous accueille avec plaisir. Bien, donc on avait parcouru, pour ceux qui n'auraient pas suivi, cette histoire méconnue. On avait parlé d'abord de cette république marchande au Moyen-Âge, avec sa grandeur commerciale, ses vicissitudes politiques, ses conflits avec ses concurrents et ses voisins belliqueux qui conduiront à son abaissement au début du XVe, et puis donc ce siècle du XVe si compliqué pour la ville. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, on s'était intéressé, on va dire un petit peu à l'esprit génois, à l'ouverture atlantique forcée par les circonstances orientales, on va dire ça comme ça, et puis eh ben, aux conditions, malgré les difficultés de son relèvement, c'est-à-dire le fonctionnement en réseau et un petit peu le noyautage de l'Europe, sa précoce financiarisation en faisant un acteur incontournable du crédit et de la production, et puis sa politique d'émigration et de colonisation dans laquelle elle est un petit peu un précurseur, annonçant le monde à venir avec toute sa grandeur et toute sa petitesse. Et donc, voilà, de fait, malgré les problématiques que tu avais soulevées dans les deux vidéos précédentes, eh bien, ces éléments vont se combiner pour restaurer la grandeur génoise, et c'est ce que nous allons aborder. Enfin, en tout cas, ce que Skiros va nous conter ce soir. Je te laisse la parole. J'ai vu que tu as mis les indications pour les images, c'est une délicate attention, je te remercie. Voilà. Et bah écoute, à toi la parole donc. Eh bien, merci pour cette introduction. Je n'aurais pas mieux dit. Alors, oui, tout propos du livre part du principe que Gênes est un peu précurseur sur un certain nombre d'aspects, dont la financiarisation, l'économie mondiale et ainsi de suite. On en reparlera en fin de présentation, de l'intérêt de penser comme ça et des limites aussi de cette pensée. On s'était arrêté au XVe siècle, donc la fin du XVe siècle, un siècle très compliqué pour la ville de Gênes, qui voit sa place complètement de leader du marché, entre guillemets, complètement détruite, et un siècle où Gênes passe de superbe à humilié. Et le XVIe, ça va être complètement autre chose. C'est un spectaculaire rebond qui se lie avec un autre siècle extrêmement, pour le coup, beaucoup moins méconnu que celui de Gênes, qui est en fait le siècle d'or espagnol. Donc Gênes, ce XVIe siècle génois se confond dans ce siècle espagnol et ce siècle finalement habsbourgeois. On passe d'une instabilité politique sans fin, de domination étrangère, d'une cité extrêmement faible, à littéralement la ville la plus riche d'Europe, et au cœur d'un système impérial qui s'étend des Flandres aux Philippines en passant par tout le continent américain. La ville va se faire une place dans ce système et va voilà, devenir un centre extrêmement important de l'Empire bourgeois, bien que complètement méconnu. Il y a l'image numéro 1. Je sais plus ce que j'ai mis comme image, j'ai oublié, j'ai fait ça il y a C'est sans trop longtemps. importance, je suis, t'inquiète pas. Voilà. Oh, t'inquiète pas, ouais, pareil, parfait. Le 15e siècle, le 16e siècle s'ouvre sur une domination étrangère, puisque les Français occupent la cité entre 1499 et 1512, puis entre 1527 et 1528, alors que l'Empire des Habsbourg, pour faire simple, occupe la cité de 1522 en 1527. On rappelle, la cité sera, comme Rome, mise à sac par les troupes impériales en 1522. Et on verra que les Génois ne vont pas en tirer rigueur au monarque Charles Quint. À ce début, le bref intermède en fait entre 1512 et 1522, remarque, c'est encore des guerres civiles entre clans qui s'étripent pour la place de Doge, et la ville balance entre ces deux grandes superpuissances européennes en train de naître,
qui sont le royaume de France et le royaume austro-espagnol, enfin l'empire austro-espagnol, on va dire, pour faire simple. Et la ville est trop faible pour s'opposer, pour essayer de garder une autonomie, comme beaucoup de villes italiennes de l'époque, enfin notamment du nord de l'Italie. En dehors de Venise, c'est toujours, on oscille entre l'un et l'autre. C'est un peu compliqué de garder son autonomie stratégique. Les Français ont des avantages pour une partie de la population, notamment de l'industrie textile, alors que l'aristocratie bancaire penche plutôt du côté de l'Empire. On va voir que ça sera ce dernier qui va avoir les faveurs des institutions et finalement de la ville. À l'image numéro Je suis, t'inquiète pas. numéro 2, t'inquiète pas, ok, T'embête voilà. pas. M'embête pas. Et pourquoi l'Empire par rapport aux Français, même si la France est juste à côté, a une expérience de tractation avec les Génois et notamment un certain nombre de ses factions, est essentiel, le marché français est essentiel à l'industrie textile génoise extrêmement nombreuse et populeuse. C'est là où se vendent toutes les soieries génoises. Pourquoi l'Empire va gagner dans le cœur des Génois, c'est que l'Empire, l'idéal de gouvernance de Charles Quint et des austro-flamando-espagnols est celui d'une monarchie universelle qui respecte les coutumes et les traditions. Et c'est pour ça que ça va finir par basculer là-dessus. Mais entre autres choses. Et surtout, en fait, c'est aussi parce que Louis XII est extrêmement, et puis ses successeurs valois sont extrêmement brutaux avec les cités italiennes. Louis XII fait brûler les coutumes de la cité, il y a une occupation, et donc des frais d'occupation qui sont cataclysmiques pour le peuple. Les guerres d'Italie, c'est Et vraiment un horrible sujet. Bah, de toute façon, c'est toujours plus simple de se fondre dans un univers un peu disparate comme l'Empire, où il y a tellement même si le royaume de France n'est pas unifié, mais il y a tellement de règles, de coutumes et d'États dans l'Empire que la tradition fait qu'elle n'est pas l'uniformisation. Exactement. Quoi. Le royaume de France n'est pas du tout unifié, loin de là, mais il y a quand même une centralisation qui est un peu plus avancée, on va dire, Ouais, clairement, ouais. que cette espèce de mosaïque impériale. Et il y a un mouvement civique en fait qui va naître de ces différentes occupations, y compris du sac bourgeois, mais particulièrement française. Ça va être une confraternité, une confrérie religieuse, enfin civico-religieuse, c'est un statut un peu particulier encore entre laïque et religieux et clerc. C'est le Divino Amore, qui est fondé par Ettore Vernazza à la fin du XVe siècle, en 1497. Et c'est une confrérie religieuse qui organise, comme il y en a partout en fait à cette époque-là, la charité, les hôpitaux. Et ce qui fait cette particularité du Divino Amore à Gênes, c'est un esprit proprement civique et presque patriotique. Ça va être un prétexte, un cri de ralliement pour dépasser des clivages claniques entre noblesse féodale, noblesse marchande, populaire et noble, petit peuple et moyens et petits artisans. Enfin, il y a un vrai mouvement d'unification qui se fait avec cette confrérie qui relance un esprit civique. Donc, on rappelle que pendant 2 siècles, tous les commentateurs politiques disaient que la ville en était parfaitement absente, ça n'existait pas. Et ce qui est vraiment important, c'est une des grandes réformes civiles en 1528. Je me permets, je me permets juste Oui. un tout petit insert, parce que Hidalgo se pose la question des relations entre Milan et Gênes à cette époque-là. Sauf erreur de ma part, à partir du 16e, je ne sais plus à quelle date, mais la ville de Milan passe aux Espagnols, de Charles Quint passe à l'Empire. Donc la notion des relations entre deux États internes à l'Empire est sans doute moins importante, en tout cas moins tendue qu'entre deux États indépendants, même si Gênes est indépendante. Je veux dire, l'intégration au système de l'Empire, si j'ai bien compris, en tout cas, elle reste indépendante. Je sais que Milan est impérial, donc voilà, jusqu'à ce qu'elle soit prise après par les Autrichiens, mais peu importe. Donc la question des relations entre les deux ne sont pas tendues. Les relations seront plus tendues par la suite avec une autre entité italienne, mais on en reparlera à la fin. J'ai fait une toute petite conclusion juste pour les gens au cas où. Mais il n'y a pas de question vraiment de relation Milan-Gênes au 16e, une fois on va dire la fin des guerres d'Italie actée, quoi. Exactement, c'était un vrai sujet au 15e, pour le coup, mais ça l'est plus du tout au 16e, une fois que les Milanais passent complètement dans les domaines italiens, espagnols, en fait.
Ça n'existe, c'est plus un sujet, pour le coup. Ça l'a été pendant un siècle, ça a été une épine énorme dans la République de Gênes, mais là, ça l'est plus du tout, quoi. Ouais, sachant que je précise à Idaros, bon, on pourra pas répondre à toutes les questions si elles sont de cette nature. Il y a des trucs qu'on sait et des trucs qu'on sait pas. Hein, donc bon, les relations Milan-Gênes, ça va. Si t'as d'autres questions, je suis pas sûr de pouvoir y répondre non plus. Hein. S'il nous fait toutes les cités-États autour, ça va être compliqué, Ah, ça va quoi. être compliqué, ouais. Mais du coup, en 1528, Andrea Doria, grand noble d'un des plus grands clans de la cité depuis le XIIIe siècle, hein, c'est vraiment une des plus vieilles familles nobiliaires génoises, qui a un rôle, c'est le père de la patrie dans la tradition génoise. Bon, c'est très discuté depuis un certain temps, mais traditionnellement, c'est vraiment celui qui redonne l'impulsion à la République et à un nouveau système, ce qui va complètement réformer toutes les institutions de la cité, Ouais, d'ailleurs, tout en gardant je une forme connaissais, républicaine et une autonomie. je connaissais le Doria amiral, qui effectivement ne sera jamais doge, mais tu vois, je connaissais puis l'aspect un peu politique extérieur, relation avec la France et tout ça, mais je savais pas qu'il était à l'origine d'une refonte du système génois. Je comprends mieux un peu sa postérité du coup, tu vois. Je ne connaissais pas cet aspect-là du personnage. Je le voyais en grand capitaine, enfin grand capitaine de la mer et c'est tout. Mais voilà, je me trompais. Bah, c'est le cas, c'est un grand capitaine de la mer, c'est quand même un seigneur de guerre à la base, un condottiere avec son arme, sa flotte privée qu'il vend au plus offrant, et qui va devenir, et un rôle diplomatique de premier ordre en plus, entre autres à cause de ce rôle-là de mercenaire de luxe, on va dire, puisque c'est quand même une flotte personnelle de 25 galères quasiment, ce qui est colossal hein, à l'époque. Et, mais ça va aussi, voilà, il va refondre l'intégralité des institutions, et c'est un jeu d'équilibre entre les deux puissances françaises et impériales pour essayer de conserver. Le but de Doria, c'est de conserver, à défaut d'une indépendance totale, une autonomie, le respect des coutumes, de la forme républicaine et notamment en fait du réseau génois. C'est ça qu'il y a en sous-main derrière. Hein. Ce n'est pas que une histoire purement institutionnelle. Et il propose le projet aux deux d'ailleurs. Hein. Il va voir, comme c'est l'équivalent d'un ambassadeur, hein, qui va voir François Ier et Charles Quint. Euh, Sachant que Andrea Doria et Charles Quint et François Ier pardon, ont une histoire personnelle assez compliquée, puisque Doria a été aux ordres de François Ier pendant quelques années, en tant que capitaine de la mer, en tant que mercenaire. Et il a un peu claqué la porte furax parce que François Ier ne le payait pas assez et ne le récompensait pas à sa juste valeur selon Andrea Doria. Et de fait, c'est la défaite de Pavie et la fin des guerres d'Italie et la victoire impériale qui va faire basculer Andrea Doria vers Charles Quint. C'est beaucoup de négociations assez compliquées pour garantir le maximum de liberté pour Gênes. Et Andrea Doria s'en sort très bien, puisqu'il va même faire payer la défense de la ville par l'Empire et pas par son tribut. Donc c'est un petit négociateur assez habile. En quoi consiste la réforme? Il y avait un subtil équilibre, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, deux factions nobiliaires anciennes et récentes contre des seigneurs féodaux, avec une mosaïque de territoires avec différents statuts. Euh, Andrea Doria met tout à plat. Il change tout le système des clans. Ça restera des alberghies, hein, des clans plus ou moins familiaux, avec le même nom de famille pour le commerce, mais il en réduit le nombre à 28. Il mélange il dissout les anciens et il remélange les nouveaux. Enfin, il refait un vrai panachage pour mélanger en fait les anciens nobles ducaux, féodaux, et toute la noblesse marchande. Donc se dessinent en fait deux tendances, les vieux nobles et les jeunes nobles, parce qu'il y a un certain nombre qui sont anoblis du coup, qui n'avaient pas accès à la porte, mais qui avaient le capital pour peut-être en faire partie. Donc il n'y a plus qu'une seule noblesse et plus deux, qui sont d'égalité parfaite en termes de droit et d'institution. Il y a un doge qui est nommé pour 2 ans et plus à vie, comme tout au XVe siècle. Et il y a différentes assemblées, on reste dans un système institutionnel très spécifique à l'Italie du Moyen Âge et de l'époque moderne, avec ses
ces dizaines d'assemblées de conseils et autres plus ou moins restreints pour un équilibre des pouvoirs. Mais il y a une vraie mise à plat et c'est vraiment une nouvelle république. Andrea Doria ne se fait pas nommer doge, il refuse le titre, il se fait simplement nommer syndicatori, donc syndic, plutôt que 4 ans comme c'est prévu par la Constitution, à vie. Donc c'est le vrai conseil restreint de la cité, c'est 5 syndics qui en fait conseillent le doge. La particularité qui m'amuse moi à chaque fois, c'est que la justice reste aux mains des étrangers. On fait venir des nobles de toute l'Europe pour rendre la justice. Mais ça ne bouge pas, même avec une réforme constitutionnelle. Et c'est cette constitution-là que Charles Quint en fait reconnaît et s'engage à respecter. Et il s'engage vraiment à ne pas y toucher. La Gênes est dans l'orbite impériale, donc paye un tribut, suit l'empereur dans ses guerres et dans ses transactions diplomatiques, mais ne fait pas partie d'un domaine héréditaire ou affidé, comme Milan, qui lui, le duché de Milan passe vraiment dans l'orbite espagnole, dans le sens où ça fait partie de l'Empire. Et donc ce changement institutionnel est vraiment important parce qu'il il n'évacue pas toutes les tensions civiques, on le verra plus tard, mais il stabilise vraiment la vie au moins quotidienne et évite l'atmosphère de guerre civile permanente qu'il y avait au siècle d'avant. Vraiment, ça n'existait plus l'État, c'était une guerre larvée d'émeute sur émeute. Et cette stabilisation et cette intégration dans l'orbite habsbourgeoise et ce domaine de cet empire qui commence à devenir mondial va être énormément profitable d'un point de vue économique aux Génois et particulièrement à la case des marchands banquiers. On reste sur une commune faible avec peu de moyens, mais des plus graves puisqu'il y a un protecteur, il y a un tuteur qui s'occupe des trucs qui coûtent une fortune comme la défense de la cité. Et les Génois peuvent s'amuser et s'adonner à leur passe-temps favori, faire plein de pognon. Le 16e sera colossalement riche. Déjà, là où le 14e, la fin du 14e et surtout le 15e siècle étaient des périodes de contraction du commerce européen, de moins de volume, moins d'argent et tout ça, le 16e, c'est pas du tout le cas. Entre 1498 et 1560, la flotte marchande a une croissance de 160% en termes de volume, de tonnage. C'est énorme. Au début du XVe siècle, qui est pourtant un siècle compliqué, mais le début, ça va encore, il y a une vingtaine de gros navires, dont on parlait la dernière fois, qui passent par le port par an. Un siècle après, donc au début du XVIe siècle, qui font 130. Au point qu'on doit faire des travaux pour rendre le port plus profond, sachant que c'est pas un port fluvial, hein, donc c'est un travaux compliqué, c'est extrêmement cher, mais c'est dire à quel point ça devient nécessaire. Et la ville prend une ampleur exceptionnelle en termes de volume de commerce. Le réseau génois a pris sa forme finale, c'est-à-dire que l'Orient est délaissé, et, de moins en moins, c'est une part de plus en plus négligeable, mais toujours présent. Il y a toujours la colonie de Kyo qui tombera en 1566, il y a toujours des Génois à Péra, donc à Constantinople, à Chypre ou en Afrique du Nord, mais c'est essentiellement l'Occident et les Amériques. Oui, L'Occident, le temps. Enfin, d'ailleurs, si je peux me permettre, normalement, je crois qu'à partir de la fin du 15e, Chypre, c'est vénitien, mais clairement, c'est Venise qui a la haute main sur ce commerce méditerranéen complètement, oriental. Ouais. complètement. Et ce qui en fait va finalement arranger les Génois d'une certaine manière. Les Génois se sont complètement tournés dans l'Occident, ils sont en Angleterre, dans les Flandres, jusqu'en Allemagne, en Espagne essentiellement, et oui, en France. Mais surtout dans la péninsule ibérique, Espagne, Portugal et au Royaume d'Aragon. La ville devient aussi une ville industrielle, on parlait la dernière fois, mais la production de textile explose, la production de papier double, la ville exporte 1600 quintaux de soie, donc ça fait quand même pas mal de tonnes à peu près par année, hein, c'est une moyenne. Dans la métallurgie, il y a quelque chose qui est assez important à comprendre dans ce monde qui est en cours de connexion, on va dire. Les Génois commercent qu'entre colonies génoises. Ils s'établissent de base en base, et donc ça a des inconvénients, parce que c'est pas partout, quoi, mais ça a des avantages, c'est que ça fait des voyages réguliers de colonie à colonie. C'est toujours les mêmes routes.
Mais c'est le début, c'est ce que j'avais dit, c'est le début des vraies implantations partout, de la concurrence, notamment de l'information et tout ça. J'en avais parlé avec les tournois de taxis, on commence à ce moment-là à avoir des vrais réseaux internationaux stables, quoi. Et voilà. Et donc, il y a les tournois de taxi dans l'Empire. Plutôt, c'est plutôt le monde germanique de souvenirs. Oui, et puis le monde, non, hispano-germanique et flandrien, mais le monde du courrier, quoi. Pour le coup, c'est le monde postal, Ouais, quoi. ouais. Mais les Génois en font, c'est un peu avant, quand même, parce que là, on est au XVIe siècle, mais c'est aussi beaucoup de lettres qui s'échangent dans le réseau génois. C'est pas que des marchandises, c'est aussi des informations, du savoir, mais des informations, enfin, le savoir pour les Génois, c'est vraiment des informations pour faire du pognon, hein. On est sur un peuple de commerçants, ils font que ça. Mais typiquement, 1537, donc juste après la Réforme, on a refondé des grands clans et tout ça. C'est à peu près 30% des membres des grands clans qui vivent à l'étranger, qui sont représentants de telle famille à tel endroit, quoi, avec un entourage. Et on parle juste là des représentants de grandes familles, mais avec, faut imaginer, des serviteurs, des salariés, des capitaines de bateaux, des notaires, tout un, tout, tout un peuple, en fait, de capitaines de bateaux, de marins, d'artisans, de gens de lettres et d'administration qui sont ça. Donc il y a des vraies colonies, au sens qu'on dirait maintenant, de colonies d'expatriés, en fait, d'immigrés partout en Europe. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers génois en Flandre, à Londres, à Paris, ils sont partout en Europe de l'Ouest, et ils s'échangent des informations et de l'argent. C'est des dizaines de milliers de lettres, hein. En moyenne, il y a des exemples dans le livre, mais c'est une lettre qui arrive par jour et une lettre qui part par personne. C'est c'est des volumes de courrier, c'est la guerre de 14, quoi, à l'échelle de l'individu. Pas à l'échelle du volume global, mais c'était assez exceptionnel à une époque où il n'y a pas de réseau postal, ou en tout cas c'est en cours de formation. Et il y a des petits Génois qui commencent à changer, qui n'existaient pas au XVe siècle, hein, qui sont des grands propriétaires terriens à l'étranger. Donc il y a les plantations américaines, mais il y a aussi des grands domaines terriens en Italie du Sud et en Espagne qui se constituent aux mains de Génois, qui deviennent des grands aristocrates dans ces pays-là. Et la vraie nouveauté évidemment par rapport au siècle précédent, c'est que un Génois a découvert le Nouveau Monde en 1492, et ils étaient derrière chaque expédition, y compris le Portugal, et pas que de Castille. Euh, En finançant, en pilotant. Et d'ailleurs, je trouve ça assez intéressant à quel point ça passe parfois à la trappe, mais Mais c'est il y ce a que quand même un certain nombre de... Figure-toi que c'est ce que j'ai noté. Je sais pas si c'est ce que tu allais dire, mais c'est ce que j'ai noté en commentaire. C'est vrai qu'on a l'image des cités marchandes italiennes qui sont court-circuitées par la découverte de l'Amérique et puis la redirection commerciale qui s'ensuit et l'abandon un peu, on va dire, de la Méditerranée, en tout cas par une partie de l'Europe. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que finalement Gênes y est pleinement inséré en fait, et que ce déclin-là n'est pas du tout lié à, entre guillemets, la découverte du Nouveau Monde et puis cette redirection, on va dire, des flux de l'empire habsbourgeois, quoi. Donc je sais pas si c'est ce que tu allais dire, mais figure-toi que c'est ce que j'ai noté pour le coup, et je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie très souvent, et que pour le coup même moi j'avais en tête, tu vois, cette fin des républiques marchandes en tant que grande puissance, du fait effectivement d'un nouveau monde qui arrive, quoi, tout simplement. C'est ce que j'allais dire, et que Ouais. j'allais dire qu'il y avait Christophe Colomb est un Génois, Amerigo Vespucci qui fait quand même un certain nombre de grands voyages, et Florentin. Il y a beaucoup d'Italiens dans ces dans ce XVIe siècle où on découvre le continent, on cartographie, on fait des expéditions. Les Génois ont un rôle particulier dû à leur intégration dans l'Empire habsbourgeois, et donc forcément ils sont partout. Mais en fait, c'est un peu une des thèses aussi du livre, c'est l'historien de l'auteur, mais c'est que c'est pas des concurrences, c'est plutôt ce sont deux mondes qui communiquent d'une certaine manière, et qu'on a tendance à les voir comme le monde méditerranéen en déclin face au monde atlantique, alors que juste plutôt qu'une vraie concurrence, c'est un déplacement de force, et finalement les deux mondes communiquent énormément. Ouais, c'est intéressant, ouais. Puisque Venise restera une puissance commerciale jusqu'à la conquête par Bonaparte. Ah oui, oui, ça oui. Fin de- Oui, mais Venise fait un peu figure, tu sais, de cas exceptionnels et d'un peu d'orientation décadente. Tu sais, ça passe de la cité marchande à ça, c'est un peu cité du luxe et décadence et machin.
Et Gênes paraît disparaître un peu de l'histoire, mais moi, je liais ça dans ma petite tête sans y réfléchir. C'est pas une période qui me passionne en plus, mais tu vois, avec effectivement cette fin du grand commerce méditerranéen et l'émergence ottomane, l'apparition de l'Amérique et tout ça, et qui faisait qu'effectivement ils avaient été un peu squeezés, quoi. Sauf que ça n'est pas le cas. Mais c'est intéressant. Ouais. Non, non. Ils voient qu'il y a il y a de l'argent à se faire d'un autre côté, ils y vont corps et âme en fait. Mais par exemple, la Casa de Contratación, qui est fondée en 1503 à Séville, qui va être l'organisme de l'Empire espagnol pour gérer le commerce entre la métropole et ses colonies jusqu'aux indépendances, quasiment, donc sur 3 siècles, est fondée sur inspiration d'une office génoise, qui est l'Officium Gazariae, qui faisait la même chose entre Gênes et ses colonies en mer Noire. C'est un Génois qui est derrière la rédaction des statuts, et ça sera les premiers fonds qui seront avancés à tous ces capitaines espagnols, génois ou génois naturalisés espagnols, se feront sur des banques génoises, par exemple. Et c'est une des thèses du livre que, en tant que Gênes, en tant que précurseur et un peu une certaine inventrice d'une certaine modernité, c'est que ce qu'on avait vu avec le système de la Casa de San Giorgio, de Banque centrale et tout ça, il y a un vrai leg institutionnel de la part de la cité qui dépasse largement le rôle du monde italien parce que les grandes compagnies à charte européennes qui vont régir le commerce, comme les compagnies des Indes et tout ça, sont assez inspirées de ce système génois de l'action, de ces grandes sommes pour organiser des voyages, gérer des terres et tout ça. Jusqu'au XVIIIe siècle, parce que ça c'est le livre qui me l'a appris, c'est assez amusant. John Law, qui va fonder la compagnie du Mississippi au XVIIIe siècle, quand il arrive en France, il arrive de Gênes, où il a séjourné, où il a fait du business, où il a notamment manipulé cette espèce, fréquenté cette grande place boursière qui est encore, à l'époque, beaucoup moins importante à l'échelle européenne au XVIIIe siècle qu'au XVIe siècle, mais qui est la Casa de San Giorgio. Donc c'est un vrai leg institutionnel que la République de Gênes a légué à l'Europe, finalement. C'est assez intéressant. Et c'est là où il y a un petit truc qui pourrait faire tilt chez certains, mais dès le début, les colonies européennes, particulièrement espagnoles et portugaises, sont soumises au régime de l'exclusif. Il n'y a que la colonie ne commerce qu'avec sa métropole et pas avec n'importe qui. Et les Génois peuvent le faire avec ce long travail qui dure depuis un siècle et demi d'infiltration, de diaspora, de naturalisation, et en plus, en étant dans l'orbite de l'Empire, c'est quasiment des compatriotes. Et surtout, les Espagnols, en 1510 ou en 1505, ils n'ont absolument pas les compétences techniques, ni les moyens financiers, ni les savoir-faire pour faire du commerce transatlantique régulier. Ils ne savent pas faire. C'est pas des marins comme ça pourra l'être au fur et à mesure du siècle. Et donc, c'est les Génois qui vont s'en occuper, qui vont fournir les colonies espagnoles des Caraïbes, puis du Mexique et de tout l'empire naissant d'Amérique en tout, en bois de construction, en huile, en vin, en animaux, en métal, en armes et en esclaves. Contre d'abord l'or des Caraïbes, puis au fur et à mesure les produits coloniaux. Donc il y a le bois Brésil au début, puis à partir des années 1510-1520, ça sera le coton, le sucre, le tabac, et l'indigo, tous les produits qui vont continuer à faire le commerce transatlantique de fait. Mais dès 1508, les Grimaldi obtiennent le droit de frappe de l'or venu d'Amérique. Donc voilà, faut rappeler que l'économie publique à l'époque n'existe pas et que l'impôt est privé, de même que le droit de frapper monnaie. Donc ce sont des Génois qui s'en occupent. C'est les Génois qui obtiennent le droit de faire commerce avec des esclaves en 1505 pour les Espagnols et en 1510 pour la couronne portugaise. Donc ce sont les pionniers de la traite transatlantique. Charles Quint, c'est 1518, la traite de masse, avec les premiers grands asientos. Donc c'est les prêts, des licences de commerce temporaires qui durent quelques années. Et ce sont les seuls qui sont capables de le faire. On a déjà des transports de plusieurs milliers d'esclaves de travailleurs forcés.
Oui. Mais c'est énorme en fait les chiffres. Déjà 4000 transportés en début 16e, c'est des chiffres qui seront dépassés que début 18e siècle en fait, en termes d'un seul coup dans le voyage. Et petit exemple, c'est Cortés qui devient littéralement le plus grand propriétaire terrien de l'Empire habsbourgeois avec la conquête du Mexique. En 1542, il a un chargé d'affaires, parce que lui, il est incapable de gérer des terres et un business, c'est pas son travail. C'est un Génois, donc Leonardo Lomellini, qui est une des plus vieilles familles génoises comme les Doria. Cortés s'est engagé à lui livrer 50 tonnes de sucre par an, ainsi que 300 quintaux de coton, contre 6000 ducats annuels. Tout ce qu'il avait envie en termes de marchandises européennes, des miroirs, armes, meubles, enfin chapeaux, bottes, tout ce qu'il avait envie, et surtout 500 esclaves par an pour faire tourner des plantations. Donc, quand la conquête Oui, en fait, espagnole se fait, dans les bagages, le directement, commerçant, c'est les Génois qui s'occupent. le commerçant suit le militaire, quoi. Exactement. Sauf que le militaire est espagnol, Oui, pour la voilà. plupart, et le commerçant est génois. Mais des Génois qui sont acculturés en fait avec le monde ibérique depuis un siècle. Ils sont en contact régulier. Il y a des familles qui habitent en Espagne depuis 75 ans. C'est Oui, vraiment pas. la question de la nationalité n'a pas le même sens dans l'Empire et d'autant plus à cette époque. Encore une fois, on l'a vu avec les tournois de taxis, à la base c'est des Lombards. On se germanise au mieux et puis au pire on reste tel que l'on est. Quoi. C'est pas. Oui, la question de la nation à laquelle on appartient est Puis différente. dans une société très clanique Mm. où bah, tu fais émigrer une branche qui devient espagnole et ça reste tes cousins lointains et c'est comme ça, bah, eux ils vivent peut-être comme espagnols mais avec une attache à la cité de Gênes et puis c'est comme ça quoi. Donc voilà, c'est un peu trouble cette question de nationalité, ça n'a pas vraiment de sens en fait au Oh non, XVIe absolument pas. siècle. Non, clairement pas. Mhm. Clairement pas avant l'émergence de l'État-nation et ce genre de choses. Non, ça n'a pas trop de sens. Petite gorgée d'eau. Vas-y, vas-y. Et donc, il y a ce commerce transatlantique. Mais d'ailleurs, le commerce en Europe continue. Hein, c'est des centaines de tonnes de marchandises qui sont transportées à travers toute l'Europe en bateau. Mais la particularité génoise, c'était déjà le cas au siècle précédent, c'est le monde de la monnaie, la finance, le prêt, l'assurance, le change. Parce que commercer, tout le monde le fait. Eux, ils sont en situation quasi monopolistique à l'échelle européenne. Et quand on leur ouvre les portes de l'Empire habsbourgeois, c'est un festival. C'est 62 banques à Séville, par exemple, 46 ailleurs en Castille, 24 à Valence, à la moitié du XVIe siècle. On a presque 200 banques, en fait, génoises dans le monde, dans la péninsule ibérique. À Naples, c'est 60% des banques, hein, 7 banques sur 12. Et c'est partout pareil en Europe, dans les Flandres, en Angleterre, en France, et dans le partie du monde germanique. Et la force qu'ils ont, comparée au reste de ces artisans banquiers presque, hein, c'est que il y en a pour toutes les bourses. On peut emprunter 5 ducats pour racheter des rames pour un bateau, ou 5 millions si on est Charles-Quint pour faire la guerre. C'est avec ce fonctionnement en réseau, cette financiarisation très précoce, ils ont les moyens de mobiliser le capital nécessaire à n'importe qui, à peu près n'importe quand, à n'importe quel endroit en Europe. Ils avaient déjà une clientèle royale et impériale au XVe siècle, mais c'était assez limité à certains États, on va dire, particuliers. Donc il y a la Bourgogne de Philippe le Bon, puis Charles le Téméraire, qui était quand même un État très moderne, mais presque défaillant dans ses finances, et où le Milanais de Francisco de Sforza, pareil, avec des appétits, des besoins financiers bien trop gros pour leurs recettes. Le XVIe siècle, c'est un changement d'échelle, puisque à part maintenant c'est Charles Quint en personne, mais le pape, à tel point qu'il y a une famille entière de Génois qui va émigrer à Rome pour financer le Vatican. C'est la famille Saoli qui va devenir une famille romaine. Le prince de Salerne, toute l'aristocratie du pape, tous les Italiens du Sud, hein, plus ou moins l'orbite habsbourgeoise, sont financés par les Génois, et toute la noblesse espagnole et portugaise est complètement dépendante des prêts génois. C'est ce qui fait le plus d'argent pour ces grands encore marchands banquiers qui vont surtout devenir banquiers, vu que le remboursement se fait en or et en argent,
ce qui garantit l'électricité, ce qui permet de les réinjecter tout de suite dans un autre système financier qui se continue. Et quand on les paye pas, ils se payent sur la bête, on leur aliène des impôts, on leur donne des fiefs, et c'est la première mécanique qui fait qu'ils récupèrent des terres. C'est le remboursement de prêts. Les nobles leur filent des morceaux de leur fief en échange. Et ils sont en situation quasiment monopolistique parce que tout le réseau génois est connecté. Depuis un siècle, tout se fait via la Casa de San Giorgio, mais via la multiplication des banques qui sont tous participantes les uns dans les autres. Donc c'est un immense système financier, une grande toile qui s'étale partout sur l'Europe. C'est la fin de la contraction du commerce parce que la conquête des Amériques c'est une période de croissance économique au sens large. C'est la fin des crises de la fin du Moyen Âge. C'est 4 millions de lire qui transitent début XVIe siècle à Gênes, donc c'est comme si vous pouvez acheter, enfin ça serait l'équivalent de 4 milliards actuels, hein. Enfin ça serait une place boursière de premier ordre, enfin 4 milliards c'est rien maintenant à la bourse, mais c'est colossal en termes de volume d'argent. C'est compliqué, hein, les échelles de valeur sur les temps anciens. Oui, mais ça a pas grand sens. J'essaye parfois de le faire là, sur certaines vidéos et puis je me rends compte que ça a pas grand sens la plupart du temps de transférer des valeurs, même d'il y a un siècle à aujourd'hui, c'est compliqué, très compliqué. Oui, mais en fait le taux en termes de poids de monnaie, j'avais essayé de regarder, mais ça fait c'est des tonnes d'or, quoi, l'équivalent en termes de pièces de monnaie, quoi. Et ils ont un système. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un système qui est très moderne de monnaie décentralisée, dématérialisée, décentralisée à l'échelle de l'Europe et tout ça. Mais à l'autre côté, pour se réunir, on a le bon vieux système des foires médiévales qui continue. Donc il y en a en Espagne, c'est Medina del Campo, donc c'est en Andalousie. Derrière cette ville, on passe de 2000 lettres de change à 8000 lettres de change. Début entre 1524 et 1500, je fais une vieille faute horrible, entre 1520 et 1525. Avant, en France, la grande place boursière européenne, enfin, une des plus grandes places boursières européennes, c'était Lyon, mais ils se font chasser de France, parce que dans l'orbite espagnole. Ils partent pour Besançon, parce qu'à l'époque, la Franche-Comté est impériale. Et en fait, Besançon, c'est pratique parce que c'est un peu au centre de l'Europe. C'est un mi-chemin entre Gênes, l'Espagne et les Flandres. Oui, de l'Europe Mais ça les arrange pas. l'Europe du temps, on va dire. Si les gens imaginent de l'Europe d'aujourd'hui, non, mais de l'Europe du temps, oui. L'Europe qui compte. C'est surtout le centre de l'Europe qui compte. Ouais. Mais c'est difficile de dire que Besançon est dans l'Europe qui compte. Mais bon. Ouais, et c'est pas. Non, l'accent est atroce, mais oui. On les embrasse. Des bisous. Des bisous. Mais les Génois les plus riches ne sortent pas de la cité. Besançon, c'est loin. Donc en fait, ils vont à Plaisance, donc juste au nord de Gênes. Je crois que c'est quoi? Maintenant, c'est en 2 heures de bagnole qui est. Et dans le nord de l'Italie. La ville de Plaisance, c'est vers Alexandrie, je crois. De souvenir, j'ai oublié. Et ce sont des foires qui servent uniquement au change. On n'échange que de l'argent en papier. Et c'est de 30 à 40 millions de lire qui transitent tous les ans. C'est uniquement du papier-monnaie, avec une monnaie qui va être frappée avec le succès de ces foires, qui est le scudo di Marco, qui va devenir le scudo di euro, qui va remplacer l'ancien ducat génois comme monnaie de référence internationale. Je ne sais pas si on m'entend encore. Si, mais tout à fait, oui, t'en fais pas, on t'entend, bien sûr. Mais si j'ai rien à dire, je ne dis rien. Hein. Non, j'ai la hantise de parler dans le vide. Ah ouais, je comprends. Et moi, je vois avec OBS les flux de voix, donc... Très bien, très bien. Mais, et donc voilà, c'est vraiment l'intégration symbiotique, et même certaines mauvaises langues diraient le parasitage de l'empire habsbourgeois par les Génois qui va faire le succès colossal. Bon. Et on l'a vu, hein, c'est cette intégration dans cette économie à l'échelle européenne puis atlantique qui va booster vraiment la croissance économique de la ville. Et ça, les Génois l'ont senti avant, parce que dès 1519, 1519, c'est l'élection de Charles Quint. Ce sont des Génois qui la payent.
avec les fougueurs, mais alors qu'elle avait sous domination française. Mais voilà, c'était assez intéressant. Sachant qu'au même moment, la Cité, juste après, la Cité finance la première révolte des Pays-Bas qui vont aboutir après à la guerre de 80 ans et ainsi de suite. Donc, on n'est pas sur une loyauté à fond. On n'est pas, c'est pas les sujets les plus loyaux, mais ils sont nécessaires parce que c'est les seuls à avoir beaucoup d'argent. Et de toute façon, eux, ils cherchent la rentabilité uniquement. Ils vont choisir l'Espagne. Et pourquoi Charles Quint va préférer les Génois aux banquiers germaniques dont les fougueurs sont les plus importants? C'est que les Génois peuvent faire circuler l'argent beaucoup plus facilement. Avec leur système de dématérialisation, c'est vachement plus facile de transporter l'argent pour notamment payer les troupes. Et les banquiers, ils vont faire comme tout bon banquier dans un régime politique où l'argent est nécessaire, où l'emprunt est nécessaire, ils vont faire un lobby. Donc il y aura un petit groupe de Génois à la cour de Charles Quint pour toujours faire valoir leurs intérêts. Et évidemment échanger de l'information et s'intégrer dans ce réseau-là d'échange de connaissances. Et c'est là où la réforme électorale joue aussi un rôle. Enfin, la réforme électorale, la réforme du corps civique et la réforme des institutions jouent aussi un rôle parce que c'est entre autres gagner la paix civile et arrêter les règlements de compte entre clans, mais c'est que les volumes d'argent nécessaires et demandés par les clients des banques génoises sont de plus en plus gigantesques. Et pour ça, il faut se serrer les coudes parce qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de l'argent de tout le monde. Il faut arrêter de se taper dessus. Entre 1526 et 1536, donc les premières années du règne de Charles Quint, un petit peu la première partie, Charles Quint, il emprunte 2,2 millions de ducats. Ça fait la moitié du volume, plus de la moitié du volume d'argent qui transitait à Gênes 10 ans avant. C'est exceptionnellement énorme. On n'a jamais vu, c'est des sommes difficilement visibles à l'époque, surtout pour une ville qui est pas très grande comme Gênes. Et le paiement se fait en plein de façons, mais qu'est-ce qui va permettre à Charles Quint de monter autant d'argent? C'est que le Pérou est conquis au fur et à mesure, et le Mexique, ce qui va faire venir des tonnes et des tonnes d'argent à Gênes. Ça se fait surtout à partir de 1540, et il y a un dicton de l'époque, qui est d'un poète, qui dit, Carvado, qui dit « L'argent né aux Indes meurt en Espagne et est enseveli à Gênes ». La ville est littéralement devenue la République de l'argent, avec l'argent, la monnaie, le numéraire, mais aussi le métal. Ce sont des tonnes d'argent qui, en fait, ne font que transiter par l'Espagne, qui servent directement de paiement, qui partent à Gênes en tant que remboursement. Et c'est déjà des sommes colossales qui sont empruntées dans les premières décennies du siècle, mais à partir de 1550, ce sont les seuls qui prêtent autant d'argent. Et il y avait déjà 2 millions sur la décennie 20-30. Entre 1552 et 1556, c'est 5 millions de ducats, donc 2 fois plus, qui sont empruntés par Charles Quint. Toujours à des Génois. Et c'est l'argent des Indes qui rembourse. Et en fait, les Génois, je parlais de la nécessité du rôle oriental dans l'économie monde en fait de l'époque, c'est que la monnaie en Europe à l'époque, c'est plutôt de l'or. On est encore resté sur les talons or du Moyen Âge, alors qu'il n'y a pas tant d'or que ça qui est extrait des colonies américaines. L'or vient du monde africain et du monde oriental, et les Génois vont vendre leur argent à Venise et à Florence, qui vont l'échanger contre de l'or aux Ottomans. Donc en fait, l'argent circule d'ouest en est, et l'Orient garde un rôle important en tant que fournisseur de métaux précieux. On n'est pas... c'est une concurrence, il y a un délaissement du monde méditerranéen de la part des grandes puissances qui deviennent plus dans le monde atlantique, mais ce monde méditerranéen reste encore très important au XVIe siècle, ne serait-ce que pour ce transfert-là. Et après Charles Quint, sous Philippe II, là c'est le festival, il n'y a plus aucun Allemand à la cour pour payer, c'est que des Génois, c'est que des Italiens, et ils prêtent 3 millions de ducats par an pour la guerre contre les Pays-Bas. Donc là c'est merveilleux,
les Génois sont partout et font énormément de sous. Et il y a une autre chose que moi je connaissais ce rôle de banquier et c'est un peu ce à quoi on pense quand on connaît un peu Gênes et tout ça, mais ce auquel on ne pense pas forcément, et c'est le rôle administratif au sens donné du corps qui s'occupe d'administrer les choses du quotidien. Euh, la monarchie habsbourgeoise et l'empire de Charles Quint, c'est l'Espagne, c'est les Flandres, c'est des États allemands, c'est le Milanais, Le le royaume de royaume de Naples, là, ouais. Naples, c'est les colonies, et ce sont que des gens qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas de, enfin, qui ont des régis de statuts différents, de coutumes, tout ça, c'est vraiment ce qu'on disait au début, hein, c'est une mosaïque de coutumes judiciaires et tout ça, c'est très difficile de donner un corps à tout ça. C'est beaucoup d'inertie, les distances de communication c'est long, Ah bah et d'où les c'est tournons taxis, hein. Ça fait partie des les tournées raisons taxi. pour lesquelles on a besoin effectivement d'entreprises qui lient les territoires entre eux, ouais, très clairement. Ouais. C'est de la réalité naît le besoin, quoi. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Mais c'est aussi il y a aussi ce lien, j'allais dire de papier pour faire circuler l'information, mais c'est aussi l'avantage du Royaume de France, par exemple, c'est que même si c'est un État féodal avec une administration qui n'est pas centrale et tout ça, mais il y a on appelle ça un corps d'administrateurs plus ou moins cohérent, parce qu'avec des régimes juridiques proches et ainsi de suite. Ce qui n'est pas du tout le cas dans l'Empire. Et les Génois vont, en outre le fait de prêter des tonnes d'or, vont aussi combler ce besoin. Ils ont déjà un réseau de diaspora, ils sont partout dans l'Empire, en fait. Ils ont une identité commune, ils parlent la même langue, ils communiquent déjà depuis un siècle, ils sont à l'aise avec les chiffres, ils savent tous lire, écrire et tout ça. Ils vont du coup donner, et pour la plupart d'ailleurs, ils sont nobles, de fait, certes une noblesse marchande, mais une noblesse quand même, et de fait, ils vont servir, on dirait, de corps de fonctionnaires dans l'Empire. Ouais, c'est intéressant. Surtout qu'en plus, ils prêtent des tonnes d'or à tout le monde, donc tout le monde les connaît, ils sont très intégrés dans les circuits de sociabilité impériaux, et ça va être considéré comme un corps fiable. Et typiquement, en Italie du Sud, il y a des grandes révoltes sous le règne de Charles Quint, dans les années 1520-1530. Euh, Charles Quint confisque énormément de terres et les redistribue en priorité à des Génois. C'est ce qui fait que les Gribaldi vont devenir princes de Salerne à un certain moment. Et l'intégration, elle n'est pas que dans les cours, elle est aussi physique. Dans des villes, il y a des quartiers, il y a ces villes Cadix, avec des quartiers qui s'appellent encore maintenant Genovesia. Et il y a l'église de San Giorgio dei Genovesi à Naples, mais il y en a partout en Italie du Sud, où ils sont déjà là, au contact de la communauté des gens, ils connaissent les territoires, donc ça fait des corps de fonctionnaires à recruter sur place. Et dans les Flandres, c'est la communauté étrangère la mieux implantée. Ils sont 3 fois plus nombreux que les autres. Et ils vont servir du coup d'équivalent de préfet, de relais, quoi. En plus d'une intégration dans les dispositifs militaires où là il y a des Italiens partout, hein, Oui, c'est le temps, hein, ça sera fait. c'est l'époque, oui. Voilà, c'est l'époque. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez sous-estimé, si j'ai bien compris, dans l'historiographie, en tout cas en français. C'est que on les voit souvent comme des marchands un peu à côté, des banquiers presque parasites, mais ils sont complètement intégrés dans la vie administrative et politique locale. Ouais, c'est intéressant. Je savais pas. Mais après en Espagne, on les retrouve dans les conseils municipaux, échevins, garnisons, officiers des douanes, mais c'est ce qui renforce en fait cette relation complètement, l'auteur dit symbiotique, hein, mais ils sont à moitié dedans, à moitié dehors en fait. Parce qu'on rappelle, hein, Gênes n'est toujours pas intégré à l'Empire, ça reste un État formellement indépendant. Donc c'est assez étrange ce truc, cet entre-deux. Et
ça n'empêche pas quelques Génois de partir à l'aventure, essayer de se tailler une richesse et une gloire à la pointe de l'épée, hein. Ils ne sont pas tous des grands marchands banquiers, écrivains dans leur palais. Il y a quelques-uns qui vont quand même faire des petites expéditions à l'autre bout du monde. Il y a l'exemple de Cristobal Cataneo, qui est fils d'un marchand génois devenu espagnol, comme son prénom pourrait l'indiquer, hein, et qui va participer à l'expédition de Hernando de Soto en 1539. Donc c'est un conquistador qui va essayer de chercher l'Eldorado au nord du Mexique et dans le sud-ouest des actuels États-Unis. Le Nouveau-Mexique, l'Arizona et tout, ils vont évidemment rien trouver, ils vont tous mourir du choléra ou presque. Et ce Cataneo va s'installer au Mexique en 1545. Donc un Génois ou un descendant de Génois qui peuple le Nouveau Monde. Mais le petit cas intéressant du Génois au service de l'Empire comme conquistador, c'est Giovanni Battista Pastene, qui est né en 1507 à Gênes, qui émigre aux Indes en 1525 avec son bateau et qui va naviguer qui va se faire construire un bateau sur place aussi et qui va une petite flotte même parce qu'il va naviguer entre le Mexique, le Pérou, le Panama dans le Pacifique, pas du commerce entre les débuts de ces colonies espagnoles et cette conquête des Andes. Il va participer à l'expédition de Pizarro pour conquérir l'Empire Inca en 1536, puis en 1544 va rejoindre Pedro de Valdivia qui va partir lui à la conquête du Chili. C'est tout le volet logistique de ces expéditions-là, en fait. C'est lui qui rapporte le ravitaillement, les armes, la poudre du Mexique par bateau. Et c'est notamment le fondateur de la ville portuaire de Valparaíso, au Chili. Bien connu Donc, il finit des par amateurs s'installer. de GeoGuessr. Exactement. Ouais, c'est intéressant, ouais, je savais pas. En 1550. Donc, il y a, voilà, et il va mourir là-bas en 1580. On a la banque et tout le domaine économique. On a quand même une place administrative de choix. On a des chefs de guerre, on y reviendra dessus. Andrea Doria l'a été, puis tous ces conquistadors qui sont de fait italiens, mais qui sont fondus dans l'historiographie classique dans les domaines ibériques. Et les Génois font partie des grands réseaux, des grandes communautés de l'Empire espagnol à connecter tout ça ensemble. C'est pas les seuls, mais ils en font partie. Il y a les Juifs portugais, les Maranes et tout ça aussi, hein, qui font ce genre de rôle-là, et les Génois sont juste à côté. Globalement, ça va être la fiscalité, parce qu'il y a les prêts, mais ça vient des impôts, et aussi ça pour rappeler ce monde où le temps et l'espace ne sont pas les mêmes, mais où le public et le privé, la distinction puissance publique, puissance privée n'est pas du tout claire. À l'époque, les impôts, même féodaux, c'est pas, il y a pas c'est très rare les centres des finances publiques Ah, mais les lettres tout est d'impôt. privé à l'époque. L'impôt, le Tout est courrier, privé. le commerce, voire même des fois le militaire. En tout cas, dans la tradition italienne, je veux dire, la plupart des choses sont privées. On sait quand est-ce qu'on aura une armée entre guillemets professionnelle. Voilà, donc c'est quelque chose qui est, on est dans un monde privé, ouais, familial. Voilà, c'est la notion effectivement de d'État est La plus notion est restreinte, floue. ouais. Et quand on dit ah, ils s'aliènent des impôts ou des fiefs, ça veut pas dire on leur donne l'argent. Ça veut dire c'est une entreprise familiale de Génois qui va nommer et payer ou y aller en personne des collecteurs d'impôts, des vérificateurs de douane pour aller sur le terrain, frapper aux chaumières, dire qu'il faut payer. C'est ça aussi le côté administratif. Surtout que Oui, bah, l'État délègue ce qu'il n'est pas capable de faire, hein. De toute façon, c'est le principe. Comme l'État au XVIe siècle n'est pas capable de faire grand-chose seul, bah, de fait, tout est privé ou à moitié privé. Voilà, donc aimez vos Euh, fonctionnaires, hein. C'est ce qui vous empêche d'avoir un monde ah, privé. Voilà, le jour où vous aurez des exactement. collecteurs d'impôts privés qui viendront vous péter les genoux, vous regretterez le vérificateur fiscal. Exactement. Et je rappellerai à tout hasard que c'est le grand legs de la Révolution française et que cette privatisation de l'ancien monde en est la principale cause.
Donc tout ça, mais c'est aussi la monnaie. Par exemple, la monnaie, la frappe de monnaie est déléguée, et dans l'Empire espagnol, ce sont des Génois, de même qu'au Vatican, hein. Ce sont des Génois qui frappent la monnaie. Ce qui est pratique, hein, parce que de toute façon, l'argent est déjà à eux, les impôts sont à eux, donc bon, pourquoi changer, quoi? Tout se passe bien. Il y a un autre volet de ce côté administratif, dans notre monde sécularisé et laïque, particulièrement en France. Le religieux, l'économique et l'administration peuvent avoir beaucoup tendance à se confondre. Surtout dans un temps de contre-réforme, naissante en tout cas, et de soubresaut dans le monde religieux chrétien occidental. Ce qui va être un peu le fer de lance de l'Empire espagnol du XVIe siècle, hein, c'est-à-dire la lutte contre le protestantisme. Les Génois, je l'ai déjà dit, hein, mais sont financiers du Vatican et financiers du très chrétien Empire espagnol, ce qui leur garantit entre 3 et 6 sièges de cardinaux, ce qui leur donne une puissance religieuse et une influence du coup politique, qui est le corollaire, extrêmement puissante. C'est pour une cité certes importante, hein, mais qui est quand même un nain politique à l'échelle de l'Europe, c'est énorme. Et on ne compte pas la constellation des déchets partout en Espagne, en Italie, aux Amériques, qui sont donnés à des Génois, et donc les revenus affiliés aussi. Parce que tant qu'à faire, on peut être cardinal banquier, comme dans le parrain droit. Et on l'a dit, le militaire, c'est un lot de chefs de guerre et de troupes, donc pas tant terrestres pour une ville dont la tradition est plutôt maritime, mais essentiellement maritime. Les chantiers navals de Ligurie et de Gênes, parmi les plus grands d'Europe, au sens large, sont donnés à l'Empire, et aussi le cœur de la flotte impériale en Méditerranée. Donc d'abord c'est Andrea Doria, hein, qui est entre 20 et 25 galères, qui sont louées hein, par l'Empire. C'est 126 000 ducats par an. Voilà, c'est ce qui coûte. Que c'est quand même... C'est merveilleux hein, comme système, hein. Tu dois louer une flotte, et la flotte que tu dois louer, tu récupères l'argent par les gens qui en fait te louent la flotte. Donc c'est merveilleux, l'argent est circulaire et tu prends des intérêts en plus. Et typiquement, c'est Andrea Doria qui va commander l'escadre, qui va prendre Tunis en 1535, puis échouer devant Alger en 1541. Et de fait, sur toute la première partie du XVIe siècle, la plupart des commandants, des amiraux espagnols en Méditerranée qui luttent contre les Ottomans sont génois. Ouais, il y a une importante, guerre de course et une guerre navale. On sait qu'il y aura les pentes et tout ça, et c'est vrai que les Génois ils prennent une part. Mais tu vois, ce que je me disais aussi, arrivé là au terme de ce développement, je me disais c'est intéressant parce que pris comme ça, une fois qu'on a déblatéré sur tout ce qu'avait fait Gênes, on se demande quelle place tu vois il restait pour Venise. C'est un peu la question. C'est pas forcément la question que je me suis posée parce que bon, j'y réfléchis de façon incidente, mais tu vois, ils ont une telle place dans ce XVIe siècle-là qu'on se demande presque ce que devient la pauvre Venise à cette époque, quoi. C'est ce que ça m'a fait, ce que ça m'a appelé comme remarque. Je me demandais finalement quelle place pour Venise en ce XVIe siècle. Ce qui n'est pas une question que je te pose, hein, mais tu vois, ils ont une telle amplitude de contrôle sur l'Empire, ses finances et compagnie, que voilà, on a l'impression d'une Gênes vraiment devenue superpuissance commerciale par rapport à sa rivale, quoi. Oui, moi j'avais un peu regardé, le livre en parle pas, mais j'avais essayé de trouver des comparaisons et des évolutions. Le fait est que Venise va devenir une puissance d'un autre type, là où Gênes, j'allais dire, se focalise essentiellement sur le commerce et s'intègre dans un édifice qui est beaucoup plus gros. Et puis il y a aussi ce côté, c'est un peu l'oublié, l'underdog, on n'y pense pas. Et donc du coup, quand on a ça, ça nous semble énorme parce qu'on n'avait pas cette représentation-là Oui, c'est de cette possible. puissance génoise. Oui, c'est Et possible en aussi fait, que ce soit un Venise suivant le reste livre. une puissance. Voilà, et Venise reste une puissance de premier ordre en Méditerranée, avec une grande flotte, avec des territoires. Enfin, il y a des choses qui se passent à la même époque, vénitiennes. Enfin, Ouais, les non, mais je guerres vois, c'est le problème d'une monographie. vénéto-ottomanes C'est le problème d'une voilà, c'est pas une monographie, ouais. monographie. Non, c'est sûr. Je me suis à côté, j'ai regardé vraiment rapidement des choses, notamment sur. C'est un peu plus tardif, mais à la prise de la Crète par les Ottomans, Oula, oui, c'est tout plus ça, il y a des tardif. trucs. J'en ferai une vidéo d'ailleurs, parce que c'est zinzin. Le Non, siège mais de c'est Candie sur 20 ans.
Ces zinzins, des kilotonnes de morts. Ouais, Mais en fait, Venise, c'est autre chose. Enfin, il y a déjà une place du commerce oriental qui est vraiment sous-estimée, qui est vraiment à surévaluer, enfin, pas à surévaluer, mais à plus à mesurer sa juste valeur dans le sens où il y a encore un grand commerce avec l'Orient très important qui rapporte beaucoup d'argent et tout ça. Mais c'est plutôt que là où Gênes abandonne complètement des choses et donc se dédie au commerce et au parasitage d'un empire vachement plus gros, Venise, faut payer une armée, faut payer une ouais, flotte, je et c'est un comprends, je État comprends. indépendant Non, mais qui a si tu des veux, vies et tout, quoi. j'entends. Non, mais si tu veux, ça posait la question, et c'est vrai que c'est en parlant que j'y réfléchis en même temps, et c'est vrai que ça pose la question, en fait, tout simplement de la monographie, qui fatalement exclut les éléments extérieurs en grande majorité. Donc, non, c'est peut-être plus ce problème-là, en fait, que la place de Gênes au fil du développement et des propos. Je pense qu'effectivement, c'est le problème d'avoir une monographie entre les mains, tu vois. J'avais pas forcément vu ça comme ça. Vas-y, Oui, oui, je te laisse continuer. ça l'est, mais ça mériterait enfin, ça mériterait que je m'intéresse du coup pour comparer avec une période comparable à, je sais pas, à Ouais. Florence ou à Venise, sur de voir si Tu vas te taper une l'évolution monographie sur Venise l'évolution et ça va s'arrête. être la plus grande ville du monde du commerce de la mort et voilà, c'est un peu l'idée à mon Exactement, avis. quoi. Mm. C'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. Et donc voilà, voilà, surtout sur le XVIe siècle où déjà la monographie, le XVe, c'est horrible, la cité est au plus bas, tout le monde, rien ne va. Alors là, c'est la foire, quoi. Il y a plein d'argent, ils sont partout. Mais ce qui est aussi intéressant avec ce XVIe siècle, parce qu'il y a ce glorieux XVIe siècle, extrêmement riche, extrêmement prolifique pour tout le monde, après des décennies de guerre civile et de déchirement, là, il y a quand même des choses qui sont, j'allais dire, très vénitiennes. Parce qu'on associe beaucoup à Venise, ce qui va être cette espèce de décadence et ce monde très sclérosé ou avec des vieilles traditions qui se ferme sur lui-même. Et malgré la réforme de Doria qui change un peu la donne, avec grand succès, puisque ça l'intègre dans un monde impérial qui rapporte, enfin, avec des grandes conséquences économiques, politiques, diplomatiques, c'est la fin de la plupart des conflits, même s'il y en a un sur lequel on va s'intéresser un petit peu après. Mais on a un monde qui se ferme sur lui-même, avec une oligarchie de grands marchands banquiers, d'une centaine d'individus, au final, hein, de chefs de famille, qui dirigent cet empire financier de papier exceptionnel, alors que c'est une ville avec plein de gens, un arrière-pays, un contado, exactement comme l'image qu'on a de Venise de ce... Et des pauvres, qu'on Et oublie voilà. souvent quand on Et parle que de pognon. On oublie qu'il y a surtout des exact. pauvres. Bah, plein de pauvres, parce que la ville est quand même extrêmement peuplée pour l'époque, et il y a plein de pauvres. Donc déjà, il y a un petit changement, que j'en parle parce que, bah, ça va mettre des images, parce que parler d'empire financier, d'illustrer, c'est un peu chiant. C'est le début des dépenses somptuaires dans l'histoire génoise. Ça fait quand même 3 siècles que tout ce qu'ils dépensent dans la ville, c'est des palais fortifiés pour se taper les uns sur les autres. Là, ils arrêtent. Ils- Donc, c'est le début de la Renaissance, en fait, d'un point de vue classique à Gênes. Ils font des palais, des jardins et tout ça. Donc, le premier, c'est le plus important. C'est le premier, parce que c'est celui qui lance la mode à Gênes. C'est d'abord le palais du Fassolo d'Andrea Doria, qui est à l'époque aux portes de Gênes, donc maintenant, c'est-à-dire juste à côté du centre-ville historique. Donc, c'est des images 13 et 14, il y a une Ah, gravure et tout est moche à Gênes, mais je suis désolé, hein, mais même le palais, il est pas beau, quoi. Je fais bah, rien de... Ah, ouais. la gravure, elle fait envie, quoi, mais maintenant, c'est pas beau. Ah non, là, Non, c'est pas très beau. Tout à Gênes devient moche. Je sais pas ce qui se passe dans cette ville, mais c'est assez affreux. Mais bon, elle n'est pas bref, faite elle n'est pas faite pour la beauté. on dirait... ouais. Elle est faite pour faire du pognon, et donc maintenant, trouver des images de Genève actuellement, je me suis dit, je vais en mettre pour C'est le montrer et problème, tout. non, mais c'est le problème de trop de pognon. C'est Dubaï dans 120 ans, tu vois. Quand on mettra des images, on va se dire, ah, putain, qu'est-ce que c'est moche, bordel, c'est d'une vulgarité atroce. Bah, c'est pareil. C'est J'ai pareil. cherché des images du port, et t'as que des images de Oula, porte-conteneurs, et des oula, oui. digues en béton, et tout. Oula. Et Oui, tu c'est comme fais, si tu me waouh! vantais la beauté du port du Havre, et ce serait compliqué, quoi. Voilà, donc Quoique j'ai connu c'est un un peu pour Américain montrer. un jour qui m'avait dit qu'il avait trouvé le Havre magnifique. Je sais pas d'où il venait, mais je pense que voilà, il y a eu un petit choc des cultures et il a pas compris. Non, non, il s'est dit, putain, c'est grâce à nous ça. Si on n'avait pas tout rasé, ça serait pas aussi moche. C'est possible, en tout cas lui ça lui plaisait beaucoup le Havre. Bon, je lui ai dit qu'il y avait d'autres endroits
peu plus joli en France, mais bon, écoute, à la limite, c'était déjà, si t'aimes déjà Normandie. si t'aimes déjà le Havre, j'ai envie de te dire, peut-être tu vas tomber amoureux de la Ah bah, France, y a pas de souci. sans transition, Le Havre au Mont-Saint-Michel, tu vas trouver ça fantastique, hein. C'est probable. Et donc, c'est avec Doria qui se fait construire ce grand palais italien, à l'italienne, avec ses grands jardins, il y a une fausse grotte, enfin, c'est italien, hein, Non, plus il y en a, plus il y en a, hein, ils ont fait des belles choses quand même. Il y a une compétition de palais. Ah oui, plus il y en a, mais moi j'aime bien. Et il y a les Grimaldi font le palais de la Meridiana en 1536, il y a la villa, il y en a plein, hein. Chaque famille va se faire sa villa énorme avec des pins de toute l'Europe, des fontaines, il y a des petits changements urbaniques. Parce que, de fait, d'un point de vue matériel, la cité, elle a continué à croître, mais dans un mode médiéval. C'est tout petit, les rues sont toutes minuscules, et ça se voit encore, hein, quand on regarde sur Google Maps Gênes, il n'y a pas des grands boulevards et des avenues, quoi. C'est le cas de la plupart des villes italiennes, enfin des centros storico italiens, ce sont des centros storico médiévaux pour la plupart entre guillemets Renaissance, mais je veux dire les rues sont effectivement très différentes de ce qu'on connaît nous dans notre architecture. Enfin Et pour le typiquement, centre-ville. il y a Hein. là, Après, bien sûr, mais là, dans le centre-ville, enfin, ça doit être une des frontières du centro storico de Gênes. J'ai pas très bien compris, je suis pas trop intéressé à l'urbanisme génois post-16e siècle. Il y a la Strada Aurea qui va devenir la Strada Nuova, qui est maintenant l'avenue Garibaldi, je crois, dans Gênes, qui est à l'époque l'équivalent du boulevard, avec que des palais autour. Il y a un code de l'urbanisme, toutes les familles font leur palais là, machin et tout. Maintenant, c'est quasiment que des hôtels de luxe ou des centres d'administration, des musées ou autres boutiques horribles. Et en fait, la rue, t'as l'impression que c'est une rue. Maintenant, c'est une rue piétonne. Il n'y a même pas de voiture, c'est tout petit. Alors qu'à l'époque, c'est waouh, la grande avenue moderne. N'a rien à voir avec ce qui se passe en France, avec où on perce des voies urbaines qui sont vachement plus grandes, vachement plus larges surtout, ou en Espagne à la même époque. La ville reste toute petite, quoi. Maintenant, il y en a, en 1572, il y en a 42 des palais princiers qui sont capables de faire venir des rois dedans, quoi. C'est vraiment parce que ça devient, vu que c'est une position un peu centrale, ça devient aussi un grand centre diplomatique de réception pour l'Empire espagnol. Ça arrange tout le monde de venir à Gênes parce que c'est au milieu. Et ils savent recevoir parce qu'ils ont des grands palais avec plein de pognon. Donc j'ai mis une image contemporaine de cette grande avenue qui maintenant ressemble à une rue piétonne. Et sachez que si vous allez à Gênes, vous avez des circuits pour visiter les palais et que la plupart sont devenus des hôtels. Donc vous pouvez dormir dedans. si vous en avez les moyens, hein, Donc, c'est toujours le même problème. si vous avez- voilà. Mais faites-vous plaisir. C'est une oligarchie, ça devient vraiment une république oligarchique qui se ferme sur elle-même avec quelques centaines d'individus qui détiennent vraiment le pouvoir, qu'il soit économique et donc politique. La ville a une forte croissance démographique, elle renoue avec sa population pré-peste noire, donc on arrive sur quelques quand même 40-50 000 habitants, on est quand même sur au minimum, j'ai plus les chiffres exacts. Oh, je pense que ça doit dépasser largement ça, à mon Même avis. les 100, Je ça pense qu'on est dépend, plutôt. on Ouais, touche les 100 000, ouais, je on pense, touche ouais. les 100 Hmm. 000, ce qui est une vraie belle ville, et petite nouveauté génoise, qui datait quelques décennies déjà, mais c'est le salariat. Ça fait partie des premiers endroits, a priori, en Europe, où les vieilles coutumes de travail liées aux corporations, qui sont très médiévales, commencent à être cassées. Alors, elles ne sont pas abolies, on n'est pas un marché du travail libéral, mais c'est c'est très encadré, et là où pendant très longtemps, le régime corporatiste de l'ancien régime avantageait quand même d'une certaine manière les travailleurs, bon, travailleurs au sens très large du terme, hein, mais là, pas du tout. C'est-à-dire que ça fait partie des endroits européens où on limite les salaires par le haut. Donc, nous n'avons pas de salaire minimum à Gênes, mais des salaires maximum. On commence le contrôle de la main-d'œuvre qui va en fait ressembler à toutes les lois qui encadrent le travail du XVIIIe et du XIXe siècle. On, on limite d'abord les revenus, on limite les déplacements, et ce sont tout un tas de mesures qui sont destinées à empêcher l'ascension sociale.
on évite aux ouvriers du textile de pouvoir fonder leurs propres ateliers et peut-être avoir du succès. C'est la même chose dans les chantiers navals, dans l'industrie du papier. Tout est fait pour ne pas que. Alors, ce qui est quand même paradoxal parce que, enfin, paradoxal, non, c'est très logique, mais pendant des siècles, les républiques marchandes italiennes, et particulièrement Gênes, pour le coup, se démarquaient par la possibilité d'ascension sociale, de s'extraire de sa condition et de réussir à Ouais, faire de mais l'argent on avec. sait que c'est le problème de la dégénérescence de toute oligarchie. Une fois arrivé à un Voilà. certain moment, tu ne peux plus avoir un ascenseur, en tout cas dans l'ancien monde. Aujourd'hui, on en est revenu d'ailleurs un peu à ça, mais avoir un ascenseur social qui fonctionne lorsque les gens en haut ne redescendent pas, ou lorsque ils sont arrivés en trop grand nombre et donc ils verrouillent absolument toutes les choses. C'est le problème de toute oligarchie et d'un ascenseur social bloqué, quoi. Qui se bloquent parce que les gens ne descendent plus, ou qui se bloquent parce qu'ils sont tellement trop en haut que y a plus de place pour des nouveaux, et on verrouille tout pour éviter d'avoir effectivement de nouveaux partis qui émergent au détriment de la richesse de ceux qui sont déjà là, quoi. C'est le problème. C'est le problème du monde financier, hein, d'ailleurs, aussi, hein, tout simplement. Hein. Le monde féodal n'est pas un monde que de la finance. Le monde féodal, vous pouvez être noble et pauvre, c'est un monde du sang. Le monde du commerce et de la finance, c'est pas un monde du sang, c'est un monde du chacun pour soi, quoi. Donc c'est autre chose. Puis de l'oligarchie, entre guillemets. Des liens d'argent plus que de sang, quoi. Voilà, mais là, en plus, avec une organisation qui a lié les deux. On a quand même Oui, oui, c'est un vrai, c'est clan, vrai, machin. oui. Donc, j'allais dire, il y a plutôt que d'avoir le meilleur des deux mondes, on a surtout le pire des deux mondes, mais des deux fonctionnements. Mais on a voilà cette république qui se ferme sur elle-même, comme toutes les républiques italiennes de l'époque, quand elles ne deviennent pas des monarchies, tout bêtement. Et il y a quand même quelques soubresauts de cette classe, de cette fermeture, en fait, à la réforme de Doria en 1528, a chassé les nobles féodaux du pouvoir. Donc, qui auparavant avaient le monopole de la fonction de doge, et étaient quand même des grands propriétaires terriens, influents, et il faut quand même le reconnaître, c'était surtout eux qui faisaient le bordel dans la ville, qui amenaient les armées étrangères pour récupérer leur place, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'ils ont été chassés du pouvoir. Et donc, il y a une grande famille qui a donné un nombre incroyable de doges au Moyen-Âge, qui sont les Fieschi. Ouais, je crois qu'on en a parlé la semaine, il y a quelques temps, là. Enfin, On en a parlé, énorme famille et tout ça. Ils ont été chassés du pouvoir, ça fait partie des plus grands propriétaires terriens, des plus vieilles familles de la République. Ils sont en exil pour les principaux membres de la famille, pas tous. Et entre 1544 et 1546, ils sont en France, où ils cherchent des appuis. C'est comme ce qu'ils ont fait pendant un siècle et demi, tout le monde cherchait des appuis à l'étranger pour arriver avec des hommes. Ce qu'ils vont trouver, ils vont trouver de l'argent, des hommes et tout ça. Et en 47, en 1540, donc l'année d'après, ils lancent une révolte à Gênes en jouant sur les liens du monde du textile et de la France, en disant à tous ces pauvres qui sont de fait de plus en plus exclus de la réussite économique génoise. Et pour la première fois, une révolte comme ça ne fonctionne pas. Parce que, en dépit du fait que ce prolétariat urbain, qui aurait peut-être des choses à gagner à la révolte pour libéraliser un peu le travail, récupérer de l'argent, une part du gâteau, a associé nobles féodales et partis de l'étranger. La domination bourgeoise étant suffisamment lâche, c'est un simple tribut à payer tous les ans et c'est tout, par rapport à la domination française qui a quand même laissé un souvenir vraiment âpre. Et c'est assez idiot à dire, mais les Génois sont redevenus patriotes. Et se révolter pour des nobles qui arrivent de France et qui promettent des choses plus ou moins douteuses, ça ne fonctionne pas. En plus, c'est un fiasco, les mecs font ça n'importe comment. Le chef de la révolte, donc le meneur des Fieschi, se noie dans le port en tombant d'un ponton. Enfin, c'est vraiment ridicule. Et personne ne se soulève. Ils sont exilés, on confisque les biens. Doria se refait une montagne de pognon en récupérant des châteaux et des impôts.
Et c'est le dernier acte de ces soubresauts encore du XVe siècle. L'esprit civique a vraiment repris le main. On est génois et on est rattaché à notre République qui ne va pas bouger. Bon, c'est toujours compliqué puisque dans la réforme de 1528, il y a les anciens et les nouveaux nobles qui ne sont pas forcément. Traditionnellement, il y a une alternance entre les deux. C'est un mandat du doge pour l'un, un mandat du doge pour l'autre, et ainsi de suite, pour éviter qu'un parti concentre tous les pouvoirs. Euh, Doria va mourir jusqu'en 1560, où il va essayer de maintenir cet équilibre-là plus ou moins précairement, avec son rôle de syndic à vie, hein, tout bêtement. Et en 1575, il y a une autre réforme du système qui se fait, où en fait on abolit le système clanique d'un point de vue juridique. Il existe, les gens ont des liens plus ou moins familiaux, et notamment des liens d'argent, mais ça devient une république où c'est l'individu qui est élu et plus le clan. Et là, ça participe de fait à la fermeture encore plus de ce groupe oligarchique, puisque là où avec la réforme de 1528, tous les clans étaient représentés, là certains ne le sont plus et d'autres le sont, et c'est un système beaucoup plus clientéliste classique, on va dire, qui se met en place. Et ensuite, la ville va suivre le lent déclin de l'Empire espagnol au XVIIe siècle, puis au XVIIIe siècle, jusqu'à devenir, la reste de l'époque moderne va devenir Ah oui, une bah, république ouais. italienne folklorique comme les autres. Peut-être en quelques mots, on peut aborder sa fin. Moi, j'ai vraiment écrit ça en trois lignes avec mes souvenirs, mais c'est qu'elle va se retrouver aux prises avec la Savoie et puis surtout avec la France au cours du XVIIe et puis se restreindre un peu dans Oui, ses ambitions. Et c'est là où, tu vois, moi je voyais ça comme un déclin méditerranéen un peu inéluctable et c'est vrai qu'on pense pas du tout. Donc on apprend des choses, mais à son déclin comme relié au déclin de la richesse de l'Empire espagnol et de l'État espagnol. Et elle se retrouve après prise dans la politique du 18e et puis, comme vous le savez, elle sera occupée par la France pendant la période révolutionnaire et napoléonienne, et puis elle perd son indépendance après le congrès de Vienne. Elle est annexée par le royaume de Piémont-Sardaigne, même s'il y aura 2-3 insurrections, mais bon voilà, c'est l'histoire de la République qui se termine là et qui intègre l'histoire globale du royaume d'Italie en formation. Mais oui, oui, c'est assez intéressant, il y a deux c'est trois vraiment choses. lié au déclin de l'Empire espagnol. C'est vraiment lié au déclin de l'Empire espagnol, hein, parce que ils se font péter la gueule par les Français un nombre Ah non négligeable de fois au XVIIe non, mais siècle. c'est une puissance qui ne cesse de se casser la gueule, oui, effectivement, au cours des Et, siècles, ouais. en fait, ce qui est c'est dès que l'Empire espagnol au XVIIe siècle s'effondre sur lui-même parce que trop grand, trop vieux, pas assez, plus assez moderne, plus assez riche et tout ça, ça se fait. Les Génois sont trop. Enfin, alors que Venise, en comparaison, pour faire sortir de la monographie, Venise connaît un XVIIIe siècle avant la conquête française relativement florissant. Ouais, ouais, non, mais Pour une c'est puissance italienne, intéressant. ça reste une puissance italienne assez importante, avec un vrai impact sur la scène plus à l'échelle plus à l'échelle européenne, mais c'est une puissance régionale. Et il faudra attendre le congrès de Vienne pour que Venise passe dans l'orbite autrichienne. Mais le XVIIIe siècle est beaucoup moins honteux, entre guillemets. Gênes, ils sont marchés dessus par Louis XIV 3 ou 4 Ouais, et fois puis il y a un pour leur statut, passer pour les plus il y a un parisiennes. statut culturel aussi vénitien qui est différent, qui est différent. Oui, et c'est là-dessus que je voulais terminer. En fait, pourquoi finalement on ne connaît pas Gênes et son histoire, à part quand on est un peu érudit des républiques marchandes du Moyen Âge, c'est que Venise, c'est Venise dans le sens le lieu. Aussi, ouais, Il y bien a sûr. il y a une forme urbanistique particulière qui a traversé les siècles, qui est devenue un mythe au sens contemporain du terme, hein, ça reste une des villes les plus visitées du monde. D'un point de vue international, hein, on compte pas le tourisme national parce que sinon c'est que des villes chinoises et indiennes qui sont visitées, c'est n'importe quoi. Enfin, ça n'a pas de sens, c'est beaucoup de gens, mais c'est pas comparable, quoi. Et Gênes, vu que sa raison d'être, plutôt que d'allier le commerce et la beauté, on va dire, puisque Venise c'est un grand lieu de la Renaissance, même au Moyen Âge, enfin les palais, les tableaux, il y a un legs, j'allais dire,
immatériel, artistique qui est énorme, alors que les Génois, ils en avaient rien à péter et tout ce qui les intéressait, c'était de faire de l'argent. Eh bah, ce sera la Et leçon, c'est la leçon de l'histoire, hein. La finance ne résiste pas à la beauté de l'art, hein. Voilà, c'est. pour léguer quelque chose sur des siècles et des siècles, pas trop, non, Il finalement. semblerait finalement. Voilà, ce sera arrêter les cryptos et acheter de la statuaire chez les Golemont là qui font des statues. J'ai oublié leur nom. Bon bref, peu importe. Acheter des Oui. statues en La plâtre. Demi-Misor, hein. Voilà. Bon, j'ai rien contre eux, je connais pas du tout. J'ai juste vu passer ça une fois. Rien à foutre, ils faisaient des bustes On en les plâtre. embrasse. Quoi. Voilà, on les embrasse. Mettez votre buste en plâtre de Napoléon chez vous et puis voilà. Faites des RP Faites-les, vieille armée. faites-les. Voilà. Wow, bah voilà. Bon bah écoute, nickel, j'aurais appris deux trois choses quand même que j'aurais oublié demain, mais j'aurais appris deux trois trucs. Bah écoute, je te remercie. Je te remercie Et d'être de rien. venu. On se retrouve demain exceptionnellement pour GeoGuessr, si les gens sont là, j'espère. Normalement, on a quelques inscrits. Je sais pas si tu seras là. Tu peux passer comme tu veux. Non, ça Non. sera compliqué. Ok, ça roule. Pour des raisons de matériel. Pas de Ah oui, effectivement, oui, c'est vrai que oui, t'es pas chez toi. Pas équipé. Je suis pas équipé. Ouais, certes. Eh ben écoute, Mon excuse pour le son. ouais, effectivement, c'est vrai que j'ai pas précisé ça au début. Effectivement, le son est un peu plus claqué au sol parce que notre cher Skiros est malheureusement en déplacement professionnel. Voilà, donc il peut pas assurer les mêmes conditions techniques que d'habitude. Bon, bref, c'est pas très important. Et puis ceux qui se plaignent n'ont qu'à venir en faire. Exactement, et d'ailleurs je renouvelle hein, l'invitation, vous venez quand vous voulez, même toi, hein, tu reviens quand tu veux, avec grand plaisir pour nous présenter d'autres choses. Dans quelques mois. Ouais, On pas va de problème. reparler diaspora coloniale et chiffres. C'est ma passion du moment. Eh ben très cool, pas de problème. Bon bah allez, je te remercie, et puis je te dis bonne soirée à tout le monde, on se retrouve demain, et puis dimanche je posterai directement sur YouTube une vidéo que je vais enregistrer, je sais pas quand, demain sans doute, voilà, donc on verra tout ça. Allez, à bientôt tout le monde. À bientôt.